Vous êtes là? Bonjour, bonjour. Excusez-moi, j'ai tellement soif aujourd'hui. Je vais commencer par me faire monter d'abord. Et dans un instant, la classe va commencer. Alors, installez-vous. Prenez, prenez une tasse de thé avec vous, peut-être. Hein. Aujourd'hui, nous allons voyager en Chine. Nous allons voyager également dans le temps. Nous allons voyager il y a plus de 2000 ans. Nous allons explorer les dynasties Qin et Han grâce à ce livre aux éditions Belles Lettres, écrite par deux femmes, Michel Pirazzoli-Serstevens et Marianne Bujard. Mais avant ça, je me bois un petit peu de Linsang Puer dans une théière en argent et doré. Voilà donc. Bonjour Pierre-Alain, bonjour Valérie, bonjour Marie-Sophie, bonjour Vlad. Et bonjour à tous les autres aussi. Si vous me rejoignez pour la première fois, ou bien si vous me voyez sur YouTube. Donc je suis Stéphane Erler, le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique du même nom. N'hésitez pas à me mettre un petit like ou des commentaires. Et donc là, je fais un Linsang de 2006, du printemps 2006, un puer sauvage, et qui est de nouveau disponible dans ma boutique, donc ça tombe bien. Et vous saurez bientôt pourquoi. Alors, je vais vous expliquer aussi un peu plus tard pourquoi vous remarquez qu'il y a beaucoup d'accessoires en métal aujourd'hui. Hein, la jarre en étain, donc la théière en argent et en or, et le jian shui, ce bol à eau usé en cuivre, et bien sûr ma bouilloire en fonte. Cela a trait avec la dynastie Han et la dynastie Qin. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce livre et de thé, bien que dans ce livre, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas une seule fois marqué thé. Hein, on ne parle pas du tout de thé dans ce livre, mais j'ai quand même moyen de faire le lien par plusieurs choses. Et on va quand même un petit peu commencer par un peu d'histoire pour situer les dynasties Qin et Han. Alors si vous arrivez peut-être à lire, c'est indiqué que on parle de 221 avant Jésus-Christ jusqu'à 220 après Jésus-Christ. Alors, elles se sont vraiment des dynasties très fondatrices pour la Chine, parce que jusque-là, la Chine, c'était des royaumes qui étaient en guerre perpétuelle. Pendant des centaines d'années, un royaume s'alliait avec un autre, faisait la guerre aux autres. Des guerres perpétuelles qui forcément épuisaient le peuple, qui forcément l'appauvissaient, et qui en faisaient un endroit qui n'était pas très paisible à vivre, bien sûr. Et la dynastie Qin, en l'espace de 10 ans, de moins 230 jusqu'à moins 221, ils ont réussi à battre successivement les royaumes Han, Zhao, Wei, Chu, Yan et Qi. Alors le royaume de Qin au départ, c'est le royaume au nord-ouest de la Chine.
Et il a réussi au fur et à mesure à intégrer, donc en l'espace de 10 ans, ces autres royaumes qui étaient sur son est, parfois un petit peu au nord, parfois un petit peu au sud. Et la première chose qu'il a fait, c'est se poser la question, comment vais-je administrer maintenant cette Chine qui est unifiée? Dans le passé, la manière de faire, c'était toujours de dire, ok, bon, l'empereur chinois a toujours eu beaucoup de concubines, donc il y a eu beaucoup d'enfants, et l'idée c'était toujours d'envoyer ses enfants, éventuellement leurs cousins, pour administrer les différentes régions, hein, de placer des hommes de confiance, hein, notamment ses enfants, en qui peut-on avoir plus confiance que ses enfants. Mais là, pour la première fois, le premier empereur Qin Shi Huangdi, il a dit non, on va faire différemment, parce que si j'envoie mes enfants, il risque d'y avoir favoritisme. Moi, ce que je veux gouverner la Chine de manière très très impartiale et que tout le monde ait confiance en mon autorité. Donc il a cette fois-ci sélectionné des fonctionnaires les plus méritants, les meilleurs, et c'est eux qu'il a envoyés dans administrer les régions. Alors, pendant un certain temps, parfois c'était un petit peu mixte, parfois c'est quand même des enfants, parfois. Mais lui, vraiment, il a rompu avec le passé en instaurant pour la première fois des fonctionnaires qui viennent administrer des régions différentes. Donc ça, c'est vraiment une révolution. Il est allé à l'encontre des textes anciens, à l'encontre de la sagesse des anciens. Et il est allé, peut-être encouragé par ce premier succès, parce que c'était vraiment une bonne idée, il a voulu faire beaucoup de choses contre les anciens, à tel point qu'il y a eu des autodafés. Il a brûlé des anciens livres qui venaient d'autrefois. Et il a même brûlé, il a même tué également plus de 400 lettrés, donc des gens qui connaissaient bien l'histoire, et il a dit non, on ne va plus écouter le passé, maintenant on fait les choses différemment, c'est vraiment la révolution. Et d'ailleurs, il a été une inspiration pour Mao Zedong et sa révolution culturelle. Et donc pour moi, ce n'est pas si un hasard que en fait cette dynastie n'a pas tenu très très longtemps. D'après moi, cela y contribuait, le fait de vraiment aller à l'encontre du passé. Du coup, sa dynastie n'a duré que 10 ans. Mais l'empereur de Qin Shi Huangdi, qui a vécu de 259 à 210, lui, il est encore connu jusqu'à nos jours. Vous le connaissez tous. C'est cet empereur dont on a trouvé un mausolée tellement immense, où il y a des milliers de figurines, on appelle ça l'armée de terracotta, avec en fait il y a 9000 figurines humaines, dont 7000 figurines humaines, dont 900 soldats. Il y a également 15 150 chevaux et 130 chariots. Donc il a reconstitué toute une ville avec lui dans son mausolée, mais des figurines pas en porcelaine, mais en terracotta, quoi, c'est-à-dire en poterie. Et cette découverte dans les années 70 vraiment a été très grande. Parfois, la Chine laisse partir quelques figurines dans des musées, dans d'autres musées du monde. J'ai eu l'occasion d'en voir à Taipei. Il y avait peut-être une dizaine de figurines différentes. Et on peut voir vraiment que chaque visage est différent. Hein, donc ils n'ont pas pris un moule et ils ont répété 9000 fois la même personne. Non, non, chaque personne est différente. Chaque soldat a une expression de visage différente, des traits de visage différents. Il y a également des joueurs de musique, il y a des jongleurs, des joueurs de cartes, toutes sortes de gens. Donc, et ce qui est intéressant, et pourquoi ce livre a été écrit, c'est que bon, l'histoire dans les grandes lignes de la Chine est bien connue, mais il y a beaucoup de détails
qui ne deviennent connus que de nos jours grâce aux études archéologiques, notamment grâce à ces tombes qui recèlent beaucoup de trésors pour nous et qui nous apportent beaucoup de détails. Donc sur comment les gens vivaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient, qu'est-ce qu'ils aimaient faire, les poèmes qu'ils amenaient avec eux dans l'au-delà. Donc ça nous renseigne beaucoup sur la vie de l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est donc de voir que à l'époque de Qin et Han, il y avait vraiment des tombes immenses. Et d'après moi, c'est mon interprétation, c'est que ces empereurs guerriers qui pendant très longtemps faisaient la guerre et mouraient assez jeunes, quarantaine, cinquantaine maximum, ils avaient une telle volonté de vie que leur vie était trop courte, et donc pour combler ce manque de ne pas arriver à vivre leur vie complètement, ils l'amenaient avec eux dans la tombe en espérant pouvoir continuer de profiter des plaisirs de la vie dans la vie d'après. Alors que peut-être de nos jours, quand on a eu une vie bien pleine et qu'on part vers 80 ans, on n'a pas besoin d'amener grand-chose avec soi dans la tombe, vu qu'on a eu le temps de vivre pleinement sa vie. Mais ça nous donne vraiment beaucoup de détails sur la vie de la dynastie Qing. Notamment, maintenant passons à la dynastie Han, qui donc commence en 206 avant Jésus-Christ avec Liu Bang, qui, c'est intéressant, n'est pas un aristocrate, il ne vient pas d'une grande famille, c'est simplement un chef de relais. Les relais, c'est là où on change de cheval quand on fait des longs voyages. Et Liu Bang a réussi à reprendre le contrôle de cette Chine en battant l'empereur de Qin et également en battant Yang Xiong, qui était un de ses rivaux. Et cette rivalité entre Liu Bang et Yang Xiong est vraiment très très connue et encore chantée. Et, on en fait encore beaucoup de films à la télé chinoise de nos jours. Lui, ce qui est intéressant, c'est que donc lui devient l'empereur Gaozhou, et comme tout fondateur d'empire, il est vraiment très très révéré par tous les empereurs qui viennent après. Et il a également donc lui, on va lui dédier beaucoup de temples dans toute la Chine durant toute la dynastie Han. Et au fur et à mesure que maintenant la Chine vit en paix, elle devient plus prospère, vu qu'elle est moins en guerre contre elle-même. Et donc les gens peuvent aussi vivre plus longtemps. Alors pendant un certain temps, il y a encore cette mode de faire des tombes très très grandes, mais au bout d'un moment, maintenant que la vie est plus paisible, que les gens on passe moins de temps à faire la guerre, il y a un mouvement également pour réduire la taille des mausolées, des tombes, parce que c'est également beaucoup de richesses qui partent dans la terre et qui ne sont plus disponibles pour les vivants. Donc il y a beaucoup d'intellectuels qui trouvent que mourir modestement, c'est faire le bien et pour sa descendance en fait. Mais heureusement, au départ, heureusement pour nous, en tout cas pour les archéologues, pendant un certain temps, il y avait encore des tombes très très grandes. Notamment dans les années 1990, on a trouvé celle de l'empereur Jing, qui s'appelle Liu Qi. Lui, il est né en 188 avant Jésus-Christ et il a régné de 157 à 141 avant Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que il a commencé à construire son mausolée dès 152. Donc 11 ans avant sa mort, il a
il a commencé à construire sa tombe. Et donc c'est une tombe vraiment très très grande. On la trouve à Xi'an, dans la province de Shaanxi, et elle est connue comme du nom de Han Yangling, le mausolée Han Yangling. Alors donc, je vous ai dit qu'on l'a trouvé dans les années 90, mais ce n'est qu'en 2015 que les chercheurs, alors ça c'était pas dans le livre, ça c'est une information que j'ai trouvée, qui est connue ailleurs, je mettrai le lien probablement dans un article bientôt. Et donc, dans les années 2015, on a remarqué que une brique de matière organique, en fait, c'était du thé qui avait été posé dans son mausolée, dans une des fosses qui accompagnait sa dépouille. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que c'est la plus ancienne découverte de thé en Chine, dans une tombe. Donc ce plus vieux thé, il remonte à 141 avant Jésus-Christ. Et ce thé, c'est également très intéressant, on voit encore que ce sont des bourgeons. Il est très très, très pointu. Donc du thé vraiment de très très haute qualité, et ce n'est pas étonnant vu que c'était pour l'empereur. Alors, à l'époque, le thé n'était pas consommé comme de nos jours en théière. Le thé était toujours cuit, et souvent on ajoutait d'autres épices, d'autres ingrédients au thé, mais le fait que le thé était de si haute qualité montrait déjà qu'ils avaient du goût et qu'ils avaient quand même une certaine connaissance de cette plante pour vouloir l'amener avec eux dans la seconde vie. Alors, ce qui nous intéresse également pour le thé, c'est la conquête du royaume de Dienne en 109 avant Jésus-Christ. Vous connaissez Dienne, ça vous dit quelque chose, hein? Vous pensez au thé Dien Hong. C'est un thé rouge qui vient de Yunnan. Donc son nom évoque l'ancien royaume Dienne, qui ne faisait pas partie des premiers royaumes de la Chine quand elle a été unifiée en 221 avant Jésus-Christ. Donc le royaume de Dienne n'a été conquis qu'en 109 avant Jésus-Christ, donc une centaine d'années après l'unification de la Chine. Et donc c'est pour ça que le Yunnan, il est un petit peu à part dans la culture chinoise, hein. Il ne fait pas vraiment partie de du cœur de la Chine ancestrale. Il est venu un peu plus tard, mais assez rapidement, les mœurs se sont acclimatées. Il y a eu une certaine émigration des gens de Dien vers le Cambodge, et également une immigration venant des Han jusqu'au Yunnan. Généralement, on peut dire que la Chine commence plutôt au nord. Elle vit paisiblement, sauf qu'au nord, notamment au nord-est, il y a encore des barbares. On appelle les Xiongnu. Et ces Xiongnu, qui sont un petit peu les ancêtres des Mongols, heureusement, pendant assez longtemps, ils sont des tribus qui ne sont pas unifiées. Donc elles sont plus faibles maintenant que cette Chine qui est unifiée. Mais ils posent quand même des problèmes parce qu'il n'y a pas vraiment de frontières naturelles. Il y a des attaques. Il y a parfois des endroits où les deux communautés vivent un petit peu mélangées ensemble. Ça ne se passe pas toujours très bien. Donc la Chine est obligée de faire un certain effort de protection de cette frontière du nord-nord-est. Du nord-ouest plutôt, mais cela explique aussi pourquoi, pour chercher des endroits plus paisibles, une partie de la population va se déplacer vers le sud de la Chine. Et ça c'est important pour le thé, vu que dans le nord de la Chine, il fait trop froid pour faire pousser du thé. Et
Donc on avait besoin de plus de monde dans le sud de la Chine pour faire pousser le thé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le Fujian et Taïwan n'ont pas été conquis par les Han. Ces deux territoires sont un petit peu des marques blanches. Il n'est pas trop expliqué qui les contrôle. En tout cas, ils n'étaient pas contrôlés par la Chine durant cette période Han. Alors, revenons un petit peu au thé. Dans le Charging de Lu Yu, vers la fin, il y a un chapitre sur les histoires du thé, et notamment sur les personnes dans l'histoire qui ont parlé de thé. Et Lu Yu nous dit que les personnalités qui ont par le passé traité du thé furent, pour la dynastie Han, l'immortel Dan Chouzi. Celui-là, je n'ai pas trouvé. Immortel, probablement, c'est une personne un petit peu imaginaire. Le prince Huangshan, celui-là, je n'ai pas trouvé. Par contre, Sima Xiangzhu et Yang Xiong, ces deux-là, je les ai trouvés dans ce livre. Et je propose d'en parler un petit peu, puisque Lu Yu, à la période des Tang, dit que ce sont deux personnes qui ont laissé des écrits sur le thé. Malheureusement, on ne trouve plus ces écrits-là, mais ça peut être intéressant de savoir quels sont ces gens qui ont écrit sur le thé. Là, il mentionne deux personnes. Voyons un peu qui sont ces personnes. Alors, le premier, Sima Xiangzhu, lui, il a vécu de 179 à 117 avant Jésus-Christ. Et c'est un directeur de l'Académie des Lettres. Et notamment, sa fonction, c'était d'écrire des poèmes. Il est surtout connu pour les poèmes qu'il a laissés. Alors là, je vais vous lire une partie. Dans un de ses poèmes, après que le roi de Qi eut tenté d'éblouir l'ambassadeur de Chu en l'entraînant dans une chasse sanglante, l'ambassadeur ridiculise son interlocuteur en lui décrivant en retour l'une des plus petites réserves de chasse de son royaume. Il le fait avec une précision toute botanique. Là, maintenant je cite. Je cite le poème. À l'est se trouve le jardin des basiliques avec l'azarée, le patoire, l'angélique et l'alpinie, le selin, l'accord à feuilles de graminées, la ligustique et la livèche, la canne à sucre et le gingembre. Il ajoute que dans l'humidité des terres du sud poussent le spodiopogon, le roseau, le nitraire et les zizanies, le lotus et la calebasse, la léonure et la caryoptéride. Alors, tous ces mots-là, j'ai dû les chercher dans le dictionnaire parce que je ne les connaissais pas. Je ne suis pas très bon en tout ce qui est botanique, mais on voit que ce Sima Xiangzhu est vraiment un as en plantes. Il s'y connaît vraiment très bien, et donc ce n'est vraiment pas un hasard qu'il puisse également parler de thé dans ses écrits qui ont pu arriver jusqu'à la période Tang, mais qui malheureusement se sont perdus par la suite. Donc là, ce petit extrait de poème est assez rigolo, vu que vraiment il arrive à éblouir son interlocuteur à force de mots botaniques inconnus à l'autre. Vraiment, il arrive à le dominer par ses connaissances. Donc on a vraiment affaire de quelqu'un de très cultivé et d'assez rigolo. Alors, une autre personne dont Lu Yu parle, c'est Yang Xiong, qui est né en 53 avant Jésus-Christ et est mort en 18 après. Et lui, il a écrit le livre du mystère suprême. Le livre du mystère suprême. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le I Ching. C'est une espèce de divination qui est basée sur 5
choix possible de deux combinaisons, ou bien le trait plein, ou bien le trait brisé. On voit ça assez souvent en Chine. Donc, avec 5 combinaisons de ces deux possibilités, on a 64 possibilités de combinaisons. Et ce que Yang Xiong fait, c'est qu'il imagine un autre système. Au lieu d'avoir deux combinaisons possibles, le trait des deux traits, il rajoute 3 petits traits, avec le ciel comme le trait unique, la terre c'est les 2 traits, et l'homme c'est 3 petits traits. Et donc on a 3 possibilités, et cette fois-ci il les tire 4 fois, et ça nous donne 81 combinaisons. Donc ce qu'il fait, c'est un petit peu, il réécrit un I Ching, le livre des mutations, il le réécrit, mais au lieu d'utiliser le trait plein et les 2 traits, il rajoute un trait avec 3 traits. Et donc maintenant, au lieu d'avoir 64 combinaisons, il y en a 81. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la fosse, dans le mausolée de l'empereur Qin Huangdi, on avait... Ah non, c'est pas dans la fosse, dans le mausolée de l'empereur Jing, Liu Qi, celui qui avait gardé le thé, on a son sarcophage, enfin on a sa tombe à lui, et après, tout autour, il y a un certain nombre de fosses où il pose différents objets, et ce nombre de fosses est au nombre de 81. Donc, pareil que ce nombre divinatoire de Yang Xiong, 81 possibilités de divination. Et donc là, chacune a un sens particulier. Donc c'est dans ces anciens temps, la façon dont les gens essaient d'appréhender l'avenir. Donc on avait vu que les Qin, ils essayaient vraiment l'empereur Qin, il a voulu changer complètement la culture et dire non, on s'occupe plus du passé. Mais dans la dynastie Han, ensuite, on est revenu quand même à une orthodoxie où, avec un grand respect notamment de l'empereur jaune, Huangdi, ainsi que de Confucius, et des grandes œuvres du passé, notamment le I Ching, ce livre des mutations, où il y a ces 64 possibilités, et à chacune possibilité, il y a un texte qui un peu vous prédit votre avenir. Donc là, Yang Xiong, il a essayé de faire pareil, mais au lieu de tirer 5 fois 2 possibilités, il s'est tiré 4 fois 3 possibilités. Et donc, c'était leur manière un petit peu à eux de se prémunir, de dire tiens, est-ce que demain on peut aller faire la guerre aux barbares? Est-ce que ça va être un moment propice ou non? Donc là, la façon de faire, c'est avec des dés de tirer, voir ce que les dés vous donnaient comme tétragramme, et ensuite analyser la signification de chaque tétragramme est différente, et donc ça vous donnait un petit peu une idée si c'était un bon moment de faire telle ou telle action. Et ce genre de cosmologie, en fait, elle continue jusqu'à aujourd'hui. On trouve encore des calendriers chinois qui vont vous dire tiens, demain va être un bon jour ou un mauvais jour pour le mariage, ou bien pour un déménagement. Et il y a encore beaucoup de Chinois donc, qui se réfèrent à ce genre de calendrier pour des grandes décisions, pour l'inauguration d'un bâtiment, pour poser la première pierre. Donc pour mon mariage, on a forcément regardé si le jour prévu était un jour propice ou non pour le mariage. Voilà, donc et cela était vraiment très important durant la dynastie Qin. Voilà, je crois qu'on
On pourrait encore un peu parler de... ah oui, je voulais encore parler de l'industrie du fer durant la dynastie des Han, parce que ça c'est vraiment l'information qui m'a le plus étonné dans ce livre, c'est que il y a 2200 ans, l'industrie du fer en Chine, elle avait les mêmes méthodes de division du travail, de standardisation des pièces, de contrôle de qualité, et quoi encore de construction modulaire que durant la première révolution culturelle. Et d'un point de vue de la quantité, un seul haut fourneau à Guxingen arrivait à produire en un an 365 tonnes de fer. Vraiment, ce qui est une super productivité. Si on pense que c'est juste un seul fourneau et qu'il y en avait beaucoup dans toute la Chine. Donc l'industrie du fer en Chine était tellement avancée qu'elle ressemblait à l'industrie du fer de la première révolution culturelle, c'est-à-dire mi-18e siècle jusqu'à 1830 en Angleterre. Ça, c'est vraiment... ça explique pourquoi la Chine avait un tel ascendant sur ses voisins dans le passé, hein, et pourquoi elle était devenue tellement prospère, hein, qu'elle ait réussi à sortir si tôt d'un monde complètement agricole et qu'elle ait réussi à faire de l'industrie. Ça lui a permis en retour d'améliorer son agriculture puisqu'elle pouvait créer des outils plus puissants pour mieux labourer, pour travailler la terre. Et ça lui donnait également des armes pour se défendre, ça lui donnait de la richesse pour l'ensevelir dans ces grandes tombes et les amener avec elle, et pour que les gens qui mouraient trop tôt, quand même vers 40-50 ans, on a vu la longueur de vie de ces empereurs n'était pas très très longue en fait. Mais donc elle arrivait à créer beaucoup de richesses. Elle a pu inventer très très tôt le papier, la soie, et donc on a pu voir également que l'empereur Liuqi, le 4e empereur des Han, avait déjà du thé dans sa tombe, donc un thé qui, pratiquement 1000 ans avant la dynastie Tang, qui est plutôt le moment officiel du début du thé, vu que c'est là que le caractère du thé a changé de graphie. Auparavant, il était écrit un petit peu différemment parce que, d'un point de vue botanique, le thé avait différents noms. Et donc, Lu est celui qui a permis de mieux définir le thé, seulement sous les Tang. Mais en fait, cette plante était connue déjà bien avant, déjà durant les Han. Voilà. Donc, j'espère que cette présentation de la dynastie des Han et des Qin vous a intéressé. Elle a vraiment été fondamentale vu qu'elle a unifié pour la première fois la Chine, lui a donné un environnement stable, lui a donné une grande prospérité, notamment par l'industrie du fer, mais ça s'est également traduit par des plaisirs plus sophistiqués comme les poèmes, hein, on a pu en lire un, et également le thé. Et puis le déplacement de la population vers le sud a aidé à faire fructifier la culture du thé, puisque c'est dans le sud seulement que le thé est produit. Et voilà. Et donc, et on a pu également voir l'importance des tombes, l'importance un petit peu du côté divinatoire et du respect des anciens, qu'il n'y avait pas dans la dynastie Qing, mais qu'il y a eu ensuite plus tard dans la dynastie Han, et donc qui a été bien plus stable. Bien que mais si on lit en fait de manière précise cette histoire Han, on remarque quand même que ce n'était pas un long fleuve tranquille. Comme dit, il y a eu les Han de l'Occident, les Han de l'Ouest,
Puis il y a eu une césure pendant quelques années. Un général Wang Mang a pris le pouvoir pendant quelques années et ensuite a été rapidement, heureusement, remplacé, et une nouvelle dynastie Han a continué. Mais celle-là était un peu plus faible parce que ce sont plutôt des enfants qui étaient empereurs, afin que les familles derrière puissent mieux tirer les fils. Donc là, en fait, c'est plutôt toujours la première partie de la dynastie qui était la plus puissante. Ensuite tout va vers le bas. Voilà, j'espère que cela vous a intéressé. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre cours de thé avec moi, Stéphane Haller. Bye bye.